Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier numéro des Décideurs du Net, une émission qui sera diffusée en direct tous les jeudis de 12h30 à 13h sur le site de Décideur TV, mais aussi sur le journal du Net. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer cette émission avec Nicolas James qui est à mes côtés, qui est journaliste au journal du Net. Alors toutes les semaines, nous allons parler donc en compagnie d'un décideur des médias, de la façon dont ils ont pris ou pas d'ailleurs le virage du numérique, des nouveaux acteurs qui comptent, des business models qui évoluent. Et vous aussi, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat qui est à droite de votre écran ou à partir de Twitter avec le hashtag DDN. Alors justement pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui a dirigé Le Monde pendant 13 ans. Il est journaliste, essayiste et il a cofondé Slate.fr en 2009. J'ai nommé Jean-Marie Colombani. Bonjour monsieur Colombani. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors je disais à l'instant, vous avez dirigé Le Monde de 1994 à 2007 et vous dirigez aujourd'hui donc le pure player Slate.fr, qui est la version française du site américain du même nom. Diriger un journal français de référence et un site d'origine américaine, c'est quand même un grand écart. Est-ce que c'était évident pour vous ? C'est pas un site d'origine américaine, c'est un site dont nous sommes allés importer le modèle aux États-Unis et avec l'aide et l'appui de la famille qui était propriétaire du Washington Post, parce que comme vous avez vu cet été, le Washington Post a été vendu, mais pas Slate.com, qui reste la propriété de la famille Graham. Et c'est l'aide et l'appui amical de la famille Graham qui nous a permis d'importer une formule, un modèle, une technologie, etc. Voilà, donc c'est pas la version française de Slate.com, c'est disons une sorte de sistership, et c'est parce qu'on pensait que le modèle tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire Slate.com à l'origine, c'est totalement dédié à l'analyse, à la mise en perspective, à la recherche d'un angle de prise de vue original, mais on est dans l'approfondissement, on est dans l'éditorialisation, on est dans l'analyse, et on n'est pas dans le flux continu d'informations. Ça, c'est ce que nous sommes allés chercher chez eux, et parce qu'on pensait que c'était importable en France. Voilà. Donc on voulait faire cette expérience en se disant, si on produit de la même façon, qu'est-ce que ça donne en France ? On a la réponse maintenant. D'accord. Voilà. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, sur votre façon de diriger justement les deux, quelles sont les différences ? Et justement, comment vous y êtes arrivé ? Ça n'a rigoureusement rien à voir. Le Monde, c'est une grosse machine. En plus, j'en avais fait un groupe de presse aussi diversifié que possible. Donc ça n'a strictement rien à voir dans le mode de commandement, dans les problématiques, etc. Le Monde, c'est une entreprise phénoménale dont il fallait entamer la mue vers une stratégie numérique, vers l'Internet, ce que j'ai fait. Là, on est parti de zéro à quelques amis d'ailleurs, pour l'essentiel venus du monde, parce qu'on croyait que l'avenir, et on croit toujours que l'avenir de la presse se structure autour de l'Internet. Et donc voilà, et c'est une toute petite machine, si j'ose dire, une toute petite entreprise, puisqu'il y a aujourd'hui 17 salariés et 200 ou 250 pigistes. Ça n'a rien à voir avec la force de frappe d'une entreprise de presse comme Le Monde. Alors on va revenir sur Slate.fr justement. Vous parliez quand même de votre parti pris déjà d'avoir un contenu relativement froid, puisqu'on est plus dans l'analyse. Froid non, parce que c'est de l'analyse à chaud en même temps. C'est quand même très relié, oui. Mais tout le problème, c'est par rapport à une actualité donnée, comment on va essayer d'être original dans l'angle de prise de vue, comment on va essayer d'aller plus loin, comment on va essayer d'éclairer davantage, là où justement les médias aujourd'hui passent si vite et passent très vite. Et les médias aujourd'hui passent très vite d'un thème dominant à un autre, que d'ailleurs tout le monde répète à l'envi tout au long d'une journée. Nous, à partir de la même actualité, on va essayer de la traiter autrement, de façon plus approfondie, de façon avec davantage de recul. Voilà, c'est tout mais on est quand même très relié à l'actualité. Et vous sentez vraiment une demande des internautes précisément, parce que c'est vrai on voit les médias en ligne qui ont plutôt tendance à faire une course au fil de Google News. Vous sentez que les internautes, eux, ils ont besoin également d'avoir une prise de recul. C'était tout le pari de départ. Au départ, l'idée était qu'on allait entrer dans un deuxième âge du net, qui serait un âge plus éditorial, où la demande serait plus qualitative,
toute façon, ça n'est pas très original. Quand la presse papier s'est développée, elle s'est d'abord développée avec une presse extrêmement populaire, avec des diffusions énormes, puis est née progressivement la presse de qualité. Bon, et nous, ce qu'on installe sur le net avec d'autres, c'est un Internet de qualité. Un peu ce que sont, au fond, les news magazines par rapport à des quotidiens qui traitent, j'allais dire, le tout venant, sauf que ce news magazine, il est quotidien. Et on le fait quotidiennement. Mais quand on regarde un peu les choses, c'est un peu la même logique. Alors, y aurait-il une demande? Nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait partir en faisant ce que l'on pensait devoir faire, ce que l'on avait envie de faire, et puis on verrait bien si l'audience se constituait ou ne se constituait pas. Donc nous n'avons eu recours à aucun artifice, aucun des artifices habituels des sites, c'est-à-dire l'achat de mots-clés, que sais-je encore, les contrats passés avec telle ou telle société qui vous garantissent une audience ou ainsi de suite. Rien de tout cela. On s'est dit, voilà, on va naître sur le net, sur la toile, et on va voir si les internautes répondent et si la demande existe. Et voilà, 4 ans après, je peux vous garantir que la demande existe, elle est forte, elle ne cesse d'augmenter, et nous sommes installés par contagion virale, ce qui est très exactement la logique de l'Internet. Alors en parlant de contagion virale, justement, il y a un outil qui est assez utile, c'est la vidéo. Et on s'est rendu compte que sur Slate, il n'y en a finalement pas du tout. Faute de moyens. C'est faute de moyens parce que la vidéo, il faut des moyens qu'à ce stade, la société n'a pas encore. J'espère qu'elle les aura un jour prochain pour pouvoir développer la vidéo, mais c'est évidemment un élément aussi constitutif de l'Internet. Quand vous dites que vous n'avez pas encore les moyens et que vous espérez les avoir prochainement, c'est que vous envisagez peut-être une nouvelle levée de fonds? On envisage une nouvelle levée de fonds, c'est-à-dire on envisage des prises de participation, soit de personnes physiques qui nous sont proches, soit de groupes, etc. On discute un petit peu tous azimuts parce qu'on en est à un stade où il faut une nouvelle levée de fonds si on veut se développer, comme on souhaite se développer, notamment dans la vidéo, mais pas seulement. On a à portée de main des tas de développements éditoriaux qu'on aimerait faire, qu'on aimerait pouvoir lancer. Il faut maintenant les moyens de le faire parce que la société n'est pas encore à l'équilibre. Ouais. Alors j'ai une question déjà d'un internaute, pour revenir un peu sur votre ligne éditoriale, qui parle de Mediapart. Donc c'est une question d'Altis qui dit donc que pensez-vous de Mediapart, de sa ligne éditoriale, de son modèle, de son positionnement? C'est un positionnement qui leur est propre. Moi, j'ai pas. Voilà, c'est totalement dédié à la entre guillemets révélation, à l'enquête. Donc, ça se veut un petit peu sur Internet ce qu'est le canard enchaîné au fond sur le papier. C'est pas du tout notre propos ni notre souhait à nous. Voilà, ils le font très bien, ils se développent. Alors du coup, leur logique à eux est payante et c'est dans leur logique que je comprends parfaitement. Mais ça n'est pas du tout notre parti pris parce qu'au contraire, on écarte, nous, les partis pris. On voudrait être non partisans, non pavloviens, non suiviste et d'entrée de jeu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand nous sommes nés, pour bien afficher notre volonté d'être voilà, à égale distance, ce qui n'empêche pas l'engagement par ailleurs, mais l'engagement des uns ou des autres, mais pas avec une ligne déterminée. On a fait appel à 2 chroniqueurs hebdomadaires à qui on avait demandé un suivi de l'actualité vu par eux chaque semaine, et c'était François Hollande et Jean-François Copé. Et donc pendant 2 ans, les 2 premières années de Slate, vous aviez chaque semaine l'analyse de Jean-François Copé d'un côté, et puis le lendemain ou le surlendemain ou la veille, l'analyse de François Hollande sur l'actualité, pour bien montrer qu'on ne souhaitait pas avoir un étendard politique partisan. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de préserver cette pluralité des opinions en fait? Une question de crédibilité? Non, c'est pas une question de crédibilité, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut. C'est une question de ce que nous voulions faire. On voulait vraiment être à bonne distance, quoi qu'il arrive, et avoir un maximum de liberté par rapport aux uns et aux autres. D'accord. Alors si on parle de journalisme maintenant un petit peu plus globalement, vous parlez dans votre livre, on y reviendra aussi tout à l'heure, qui s'appelle Un monde à part, donc paru chez Plomb en juin dernier, vous parlez du nouveau journalisme et de la différence entre le journalisme classique, j'ai envie de dire, et le journalisme web qui, pour certains, peut paraître encore peu noble. Est-ce que vous pensez que ça, c'est en train d'évoluer? Mais rappelez-vous, au tout début, qu'est-ce qu'on disait? On disait des jeunes qui arrivaient sur le net, on disait « mais c'est pas des journalistes ».
Les journalistes installés disaient « mais c'est pas des journalistes, c'est pas du journalisme, etc. » Non, c'est évidemment du journalisme, ça doit obéir aux mêmes commandements que les autres, avec les mêmes dogmes professionnels qui tiennent à la vérification, au recoupement, à toutes les règles élémentaires de la profession. Simplement, c'est vrai que les journalistes du net sont soumis à des contraintes beaucoup plus fortes que les autres, parce qu'ils doivent réagir plus vite. Ils sont souvent multicartes, et petit à petit, ils vont acquérir leur lettre de noblesse, à mesure d'ailleurs que l'âge éditorial se développera, parce qu'on voit déjà que dans certains domaines, il y a des spécialistes apparaissent qui sont d'origine Internet et qui sont des spécialistes que le net a fait émerger. Donc tout ça va, à mon avis, être brassé et on oubliera assez vite les critiques du début qui consistaient de façon assez absurde à prétendre que parce qu'on était derrière son écran et sur le net, on n'était pas journaliste. C'est ce qui vous arrive au Monde, notamment quand vous avez lancé... où je crois que même les deux rédactions étaient séparées. Les deux rédactions étaient obligatoirement séparées parce que je n'aurais jamais réussi à lancer et à installer lemonde.fr si on avait dû d'entrée de jeu avoir les mêmes équipes. D'abord parce qu'il y avait une confusion totale chez les journalistes, j'allais dire de presse papier classique, qui consistait à penser que l'Internet c'est simple, c'est mon papier sur un écran. Non. C'est un autre média, c'est une autre logique, c'est une autre approche. Il faut constamment chercher une originalité plus grande. Il faut être en phase davantage, au fond, avec la culture des générations qui viennent. D'ailleurs, c'est passionnant de voir ce qui se passe sur le net parce qu'on voit se forger sous nos yeux la culture de demain, qui n'est pas la culture, pas la nôtre, enfin je parle de la mienne ancienne, qui sera quelque chose de différent. Et donc les journalistes au départ disaient d'abord ça, ils disaient bon, c'est jamais que, etc. C'est mon article qui doit être sur l'écran et c'est pas des gens qui doivent venir, etc. Et le faire. Et puis deuxième mot d'ordre, c'était « tu nous tires une balle dans le pied ». À partir du moment où Le Monde développait lemonde.fr, les journalistes du papier disaient « tu nous tires une balle dans le pied ». Pourquoi ? Parce que le net était en train de capter une audience. Mais sauf que c'est une audience que le papier n'avait pas et n'aurait pas et aurait de toute façon perdu. Donc il a fallu tout ce temps-là. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Et donc aujourd'hui, les choix sont différents. Les rédactions ont tendance à fusionner parce qu'on commence à admettre que la profession de journaliste doit évoluer et puis être capable de travailler sur plusieurs supports et être diffusé sur plusieurs supports. Donc donner différentes versions d'un même travail, ainsi de suite. Mais à l'époque, si je n'avais pas lancé un satellite avec sa propre logique, son propre capital d'ailleurs, puisqu'on avait fait rentrer un actionnaire différent, son équipe extraterritoriale, il ne se serait jamais rien passé, rien n'aurait jamais réussi. C'était important pour l'installer et pour installer la réussite du monde.fr. Et ça a créé des mécontentements qui sont accumulés et dont j'ai été ensuite le réceptacle fort logiquement. Et plutôt, vous mentionniez des nouvelles manières de traiter l'info. C'est vrai qu'avec l'arrivée d'Internet, on voit essaimer quelques mots tels que le data journalisme, les data viz. Est-ce que vous pensez que finalement, Internet va permettre aussi d'apporter un nouveau traitement en matière d'information ? Je me rappelle que Slate, à un moment, avait fait un profil Facebook d'Eric Woerth qui, sous couvert pour traiter l'actualité. C'en est un exemple, ce qui nous a fallu d'ailleurs d'être récompensé en termes d'innovation. C'en est un exemple et les choses vont continuer de se développer de façon extrêmement rapide et inconnue parce qu'en même temps, on est en même temps très dépendant des évolutions technologiques et on ne sait pas quelle révolution technologique prochaine peut se produire qui viendra à nouveau tout bouleverser, tout changer et obliger à travailler différemment. Mais c'est ce qui est intéressant justement aujourd'hui. Oui. Alors si on parle un petit peu de monétisation, du bilan financier, donc maintenant Slate.fr c'est 4 ans, Slate est maintenant à l'équilibre, est-ce que Alors pas encore, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, c'est une lente progression, c'est-à-dire on réduit nos pertes de 50% à peu près chaque année, et donc on va finir par arriver à l'équilibre. J'espère que l'année 2013 sera l'année de l'équilibre. On a un petit temps en retard par rapport à ce que l'on pensait. On pensait être à l'équilibre au fond
Au bout de la 4e année, on le sera sans doute au bout de la 5e année. Le Monde.fr n'avait atteint l'équilibre qu'au bout de la 5e année, donc ce n'est pas une marche aberrante. Ce qui est important, c'est la progression. D'abord, il y a une progression de l'audience très spectaculaire, qui n'est pas, mesurée par Médiamétrie. On a un gros problème avec Médiamétrie. On considère que Médiamétrie ne capte pas avec son système de panel, ne capte pas notre audience, parce qu'on est une audience, j'allais dire, surqualifiée. On a des gens jeunes, mais en même temps surqualifiés, c'est-à-dire beaucoup de CSP+, et beaucoup de CSP++, et de jeunes actifs qui sont, j'allais dire, assez haut de gamme. Donc ça limite notre champ, mais du coup, on échappe au grand filet de Médiamétrie, je pense. Et puis par ailleurs, ces catégories-là ne sont pas assez représentées. Je pense. Et puis par ailleurs, nous ne sommes pas actionnaires de Médiamétrie, nous ne sommes pas gros, nous sommes tout petits, donc on ne pèse pas. Donc bref, pour toute une série de raisons, nous sommes mal mesurés. Mais il y a un écart aujourd'hui qui est un écart choquant. Parce que quand Médiamétrie nous mesure entre, j'allais dire, 1,2 million et 1,4 million de visiteurs uniques, nous, sur Google Analytics ou sur d'autres compteurs instantanés, on navigue facilement en moyenne aux alentours de 3,5 millions. Donc on est dans un rapport du simple au double, ça n'est pas normal. Mais en tout état de cause, on est évidemment satisfait de notre audience parce qu'elle est large, elle est belle, elle continue de progresser d'environ 20% chaque année. Voilà, donc ça c'est le point très positif. Le point qui l'est moins, c'est la lenteur avec laquelle se constitue la recette publicitaire. D'abord, on ne repose pas sur une seule recette, on essaie de diversifier les sources de revenus. Et notamment, on vend pas mal de contenu, on vend de l'analyse soit à d'autres sites, soit à d'autres organes de presse. C'était justement une question d'un internaute tout au début. Et puis on pose aussi sur le développement de la recette publicitaire, mais autant aux États-Unis, le passage a été massif. Et donc, par exemple, Slate.com, pour revenir à l'origine, Slate.com, c'est 100% de recettes publicitaires et c'est une rentabilité à 2 chiffres. Nous, on n'est pas encore à 100% de recettes publicitaires, on n'y sera probablement jamais parce qu'on diversifie et on est ça quand même à. Mais en même temps, ce n'est pas encore un rythme suffisant pour nous permettre de dégager les moyens de notre autofinancement. Justement, ce qui est intéressant, c'est que Pierre Aski, au moment de la session de Rue 89 au Nouvel Obs, a justement dit qu'il pensait avoir épuisé un peu les limites du modèle exclusivement sur la publicité. Voilà, mais parce qu'ils ont un positionnement aussi un petit peu différent. Votre ils sont identifiés, j'allais dire, de façon un peu plus idéologique que nous ne le sommes. C'est d'ailleurs très cohérent avec le Nouvel Obs. Donc forcément, ils n'étaient pas nécessairement aussi bien armés que nous ne le sommes sur le marché publicitaire. Alors il y a un internaute... Pardon, je m'éponge régulièrement, mais il fait très chaud ici dans le studio. Donc c'est Xenilom qui demande, en plus des versions web des grands médias, un grand nombre de pure players ont émergé ces dernières années. Qu'est-ce qu'apporte Slate.fr? Vous y avez répondu partiellement tout à l'heure. De plus ou de différent, y aura-t-il de la place pour tout le monde? Ou bien l'enjeu est-il de manger la concurrence? Non, l'enjeu n'est pas de manger la concurrence sur Internet, parce que regardez comment ça se passe sur Internet. C'est vraiment le mot d'ordre de Mao Tse-tung, que sans fleurs s'épanouissent. Nous, comment on s'est développé? On s'est installé et on s'est nourri au départ de l'audience des autres. À fur et à mesure que notre audience grandit, nous nourrissons à notre tour l'audience des autres. Je veux dire, la toile, c'est une interaction permanente. Donc la notion de concurrence n'est plus, à mes yeux en tout cas, opérationnelle. Quand vous êtes à la tête du monde, la seule obsession doit être de passer devant le Figaro, si le Figaro est devant, ce que je n'avais pas personnellement réussi à obtenir. Mais quand vous êtes sur Internet, c'est l'audience des uns et des autres se nourrit les uns et des autres. Donc après, c'est à vous d'offrir une qualité éditoriale qui fasse que votre audience grandit. Et nous, on essaye à chaque fois d'être... Le mieux, c'est d'y aller, d'ailleurs, pour voir à la fois la diversité de ce que l'on couvre, l'originalité de ce que l'on fait. Vous trouverez sur la Syrie, vous trouverez tout de façon approfondie, parce que dans notre partenariat, notamment avec les États-Unis, on a accès à tout l'éditorial d'une revue spécialisée qui s'appelle Foreign Policy, et que nous traduisons, mais pas seulement, nous avons aussi nos propres spécialistes, on a aussi nos hommes sur le terrain, donc on est très... Et donc ça, j'allais dire, c'est du lourd, c'est solide, c'est approfondi, c'est sérieux. Mais en même temps, on a aussi des choses beaucoup plus de vie courante qui touchent à tous les aspects de la vie en société, que ce soit la vie intime ou la vie sociale, etc. Et où là, on trouvera des approches beaucoup plus
parfois même ludique, plaisante, etc. C'est ce cocktail-là qui fait, et qui est aussi un mélange de deux cultures. Il y a la vieille culture que je représente avec d'autres, avec Éric Le Boucher, avec Éric Le Serre, etc. Et puis il y a la culture d'aujourd'hui. Qu'incarne assez bien le rédacteur en chef de Slate, qui est Johan Hufnagel, mais qui est aussi la culture des jeunes journalistes qui sont avec nous et qui ont 20, 25 ans et qui sont d'une autre époque que la nôtre. Et donc c'est l'alchimie permanente entre les deux, c'est la recherche permanente, la discussion permanente entre nous et le fait que les deux apports se nourrissent les uns les autres qui fait l'originalité du site et qui fait que si ça n'avait été que reproduire ce que nous on savait faire, je veux dire nous les anciens, on aurait eu un succès de curiosité, point. L'originalité fait que, et la variété et la richesse fait que il y a 3,5 millions de visiteurs uniques chaque mois. Jackson demande, avec la liberté d'expression qu'offre Internet, la déontologie journalistique existe-t-elle encore ? Oui, elle existe, bien sûr, elle existe, la déontologie. Nous, on y veille, en tout cas. On a des tout jeunes qui sortent de Columbia, par exemple, et qui sont, alors je peux vous dire, qui sont arrivés armés et blindés sur le plan de la déontologie. De même que nous filtrons aussi les... J'ai vu que le Huffington Post allait peut-être songer à se mettre à filtrer un certain nombre de critiques, de réactions. Nous filtrons et nous l'avions annoncé d'entrée de jeu, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne laisserait pas passer pour préserver la qualité de ce que l'on édite. Et justement, par rapport à ça, on voit que la frontière est parfois assez ténue entre contenu et publicité. Je vois très peu finalement de brand content sur Slate, très peu d'opérations spéciales. C'est un choix. Oui, enfin on est là, alors pour le coup je peux vous dire que là c'est des problèmes classiques, mais la rédaction est extrêmement vigilante sur tous ces sujets en interne, oui tout à fait. Comme il est normal. Et même par rapport à la publicité, en fait, je vais assez régulièrement sur Slate et je m'étonne, autant sur tous les autres sites d'infogénés, on voit souvent des interstitiels, des gros habillages. Sur Slate, la pub est quand même très rare, très peu intrusive. Enfin, on est plus prudent. Ouais. On est plus prudent. On essaie de la développer, mais en même temps sans bousculer les internautes, sans les incommoder. Après... Pour un business model qui est quand même entièrement... qui repose grandement sur la publicité, c'est un choix quand même assez dangereux. C'est un choix de lenteur, plus que de rapidité et de passage en force. D'accord. Mais en même temps, la clé, c'est aussi l'audience qu'on a su constituer, sa qualité et le fait qu'elle continue à grandir. Alors Clem demande de façon un petit peu plus globale, pensez-vous que la publicité sur le web a de l'avenir ? Oui, bien sûr. La publicité d'ailleurs se transforme grâce au web aussi. Je veux dire, il y a des modes de publicité qui rendent obsolète l'affichage classique. Je veux dire, l'affichage classique dans les journaux ou même les tout débuts du web avec les bandeaux, etc. Beaucoup plus absolument, et puis beaucoup plus en effet de travail conjoint avec les marques. Oui, nous, il nous arrive par exemple, on avait un annonceur qui était un transporteur. Bon, et on s'était dit, on ne va pas montrer des objets transportés. Ça n'a pas de sens de montrer ça sur... Donc on a fait travailler des chercheurs, des sociologues, mais aussi des journalistes sur comment seront transportés les objets dans les villes de demain. Donc on a nourri au fond toute une réflexion qui était utile, intéressante, mais qui l'intéressait ces annonceurs en quelque sorte de sponsoriser. Mais de sponsoriser sans que ça perturbe l'analyse qu'on pouvait livrer là-dessus, parce que de toute façon ils étaient intéressés par connaître le fruit de nos travaux. Vous voyez, c'est ce genre d'interaction qu'on peut intelligemment développer et qu'on peut difficilement développer ailleurs. Parce qu'ailleurs, vous voyez bien comment ça se passe. Vous avez, quand vous ouvrez des magazines, vous regardez, tous les annonceurs défilent les uns après les autres. Donc vous dites, voilà, alors la pub peut être agréable à regarder. D'ailleurs, moi, j'aime plutôt regarder les belles pubs. Alors justement, c'est une question. Est-ce que vous pensez que la pub intrusive peut être dangereuse ? Elle peut être dangereuse, bien sûr, oui, tout à fait. Question de Marie. Bien sûr, oui. Elle peut être dangereuse, il faut faire attention. Mais si vous regardez après, pour poursuivre sur les magazines, ce qui se passe derrière, vous avez la marque X qui a communiqué au début du journal. Dans le cours du journal, vous avez le patron de cette marque X qui est photographié de façon particulièrement avantageuse dans telle ou telle manifestation, ou bien vous avez un petit article particulièrement bienvenu sur tel sac ou tel produit, etc. Donc, je veux dire, le poids des annonceurs est de plus en plus visible
dans le contenu éditorial. Donc nous, ce sur quoi on doit travailler, c'est sur des partenariats plus intelligents. Et donc sur des choses qui peuvent apporter aux uns et aux autres, en faisant très attention. Quand c'est vraiment de la pub et du truc, il faut vraiment bien l'afficher et bien le montrer. C'est assez étonnant, vous faisiez un parallèle avec la presse plus traditionnelle. Sur télé, sur magazine, la publicité est globalement super bien acceptée. Sur Internet, c'est tout le contraire. On a vu avec l'épisode de Free en début d'année 2012, où il y a eu une levée de bouclier. Comment est-ce que vous expliquez que les internautes n'arrivent pas à accepter la publicité comme ça? Parce qu'il faut que la pub progresse et puis progresse en intelligence de communication. Il faut réfléchir davantage, inventer des formes nouvelles et ne pas être voilà, absolument. Ouais. Alors pour revenir une dernière fois quand même sur vos années au Monde, on le disait tout à l'heure, vous êtes confié dans un livre, vous revenez donc sur vos 13 années, sur les évolutions que vous avez souhaité apporter au journal et surtout sur cette indépendance que vous avez tant souhaité préserver. Aujourd'hui, on le rappelle, c'est le trio Bergé-Niel-Pigas qui en est à la tête. Vous dites d'ailleurs dans le livre, donc Le Monde, a rejoint ses confrères, tous désormais contrôlés par des milliardaires avec des fortunes diverses, Niel, Dassault, Pinault, Bernard Arnault, etc. La presse est rentrée dans l'ordre qui est d'abord celle de l'économie. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le sens de l'histoire? Est-ce que c'était évitable? C'était évitable. J'ai essayé de l'éviter et pendant les 13 années où j'ai dirigé Le Monde, je l'ai évité. Après, la conclusion est peut-être que ça n'était peut-être pas évitable à la fin. Financière aussi peut-être exigée à la fin. Bien sûr, mais bien sûr, parce que dans la crise, c'était extrêmement difficile. C'est compliqué d'avoir, très compliqué. Et puis surtout, le choc de la crise est un choc qu'on n'en a pas fini de mesurer, qui remet en cause tout le fonctionnement d'une industrie, les fondements même de cette industrie, et qui remet en cause le journalisme lui-même. Donc c'est une révolution totale, et donc qui nécessite pour l'affronter beaucoup d'argent. Et donc l'argent, il faut à un moment ou à un autre aller le chercher chez ceux qui l'ont, et en l'espèce, Le Monde est allé le chercher chez des milliardaires. Slate, vous pensez que vous allez réussir à préserver cette indépendance? On essaye, bien sûr. Vous pouvez envisager un destin à la rue 89, vous adossez un plus grand groupe média. Sauf que le destin de rue 89 n'est pas d'être moins indépendant. Ils sont dans une planète qui est une planète, le Nouvel Observateur, qui s'autogouverne depuis toujours. Donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement de substance là-dessus pour eux. Donc il y a quand même des voies et moyens de se préserver. Par exemple, quand Le Monde a lancé le Huffington Post, ils ont pris une participation. Est-ce que ça aurait pu être envisageable que plutôt que de décliner le HuffPost, ils participent à l'aventure Slate? Bien sûr, ça aurait été envisageable, mais ils n'ont pas envisagé, manifestement. OSS 117 demande, Jeff Bezos peut-il sauver le Washington Post? C'est un énorme pari, en effet, c'est très difficile, parce que les journaux papier sont en grande difficulté, comme vous le savez. Alors justement, c'est notre question. Et le problème, Jeff Bezos a beaucoup d'argent, donc j'espère qu'il aura les moyens d'investir et de réinvestir dans une stratégie totalement numérique et renouvelée. OSS 117 toujours demande combien de temps imprimera-t-on encore des journaux papier? Je ne sais pas. C'est une question impossible de répondre. Moi, je pense que les journaux perdureront comme produits de luxe. Donc, ils toucheront une population aisée, fortunée, qui aura toujours le goût d'avoir un produit papier entre les mains, mais que le média dominant sera de toute façon l'Internet. Nicolas Bétou, qui en 2013 lance un journal papier, ça vous paraît un pari? C'est-à-dire, il ne lance pas un journal papier, il lance un site. Il lance un site et il a une déclinaison papier, essentiellement d'ailleurs, je pense, destinée aux annonceurs, plus qu'à la lecture. D'ailleurs, il vise juste 50 000 diffusions, c'est un objectif déjà, assez c'est bas. beaucoup. C'est bas aujourd'hui. À une époque, on aurait dit c'est dérisoire. Aujourd'hui, c'est la diffusion de Libération. Donc, un peu plus de Libération quand même. C'est un peu dur là. Pas beaucoup plus, parce que la quantité de journaux qui sont diffusés gratuitement par Le Monde, Le Figaro, Libé ou autres est quand même assez importante. Mais enfin, je veux dire, mais en même temps, l'audience de Libé, c'est libé.fr aussi, je veux dire, et donc, je veux dire, tout ce que véhicule Libé est probablement plus consulté qu'il n'a jamais été, grâce à leur site. Donc, il faut raisonner comme ça. Mais pour Nicolas Bétou, oui, c'est un pari intéressant. Il faudra voir dans 2 ou 3 ans où il en est, parce que il faut bien 2-3 ans pour installer un site. C'est d'autonomie, effectivement, de toute façon, pour arriver à l'équilibre. Il viendra d'ailleurs dans 3 semaines nous parler ici de son expérience. Alors, il reste très peu de temps. Une question d'un internaute qui a un drôle de nom, Jean Guimoul, qui demande, est-ce que vous recrutez des journalistes chez Slate, CDI ou pigistes? On a des pigistes, on a 200 à 250 pigistes, et on a
une rédaction, voilà, mais on n'est pas en phase de recrutement. Simplement, les pigistes peuvent se manifester, on est toujours accueillant. Hein. Si c'est intéressant, si c'est original, on peut toujours regarder. Quand vous faites le parallèle par rapport à 10 ans plus tôt, est-ce que vous ne trouvez pas justement que la profession, c'est quand même assez précarisé en termes de statut? Parce que c'est juste incroyable. Oui, enfin, c'est le salariat qui s'est globalement, précarisé, globalement. Le salariat qui est en train d'évoluer et où les CDD deviennent la majorité. En même temps, les journalistes sont quand même assez protégés, honnêtement, par la jurisprudence, notamment. Il faut aussi avoir conscience de cela par rapport à d'autres professions qui sont beaucoup plus malmenées. Ils ont quand même, en sortie d'école, il y a quand même une grosse proportion de diplômés qui galèrent et qui est obligé de commencer en tant que pigiste. C'est vrai bien sûr. Ouais. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci. Il faut avoir confiance parce que le net ouvre des perspectives phénoménales pour les journalistes aussi. Avec des nouvelles compétences, des nouveaux profils. Des nouvelles compétences, des nouveaux profils, de nouveaux métiers et puis un nouvel âge éditorial qui ouvre aussi un boulevard pour ceux qui souhaitent éditorialiser précisément. Merci infiniment Jean-Marie Colombani d'avoir participé à cette première des Décideurs du Net. Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine. Quant à vous, merci de nous avoir suivis, d'avoir posé toutes vos questions. Il vous reste donc une semaine pour réfléchir à celles que vous poserez à notre prochain invité. Ce sera notre Mark Zuckerberg national, Alexandre Malch, cofondateur de Melty. À la semaine prochaine.